Non mais t'as rien compris, espèce de merde! Attends, c'est quand même pas de ma faute si vous êtes pas capable d'être un tant soit peu logique! Mais t'avais qu'à pas commencer aussi avec tes questions, là! Eh oh, c'est toi qui a commencé! Et qui a commencé, d'ailleurs? Oh, regarde, j'ai trouvé mon ancien lecteur MP3. Je suis un extraterrestre qui est arrivé sur Terre il y a un peu moins de 2 mois. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept de lecteur MP3, s'il te plaît? En gros, c'est pour écouter de la musique, quoi. Ah, c'est un portable, quoi. Non, c'est un lecteur MP3, c'est juste pour écouter de la musique. Et bah pourquoi pas prendre un portable directement, en fait? Mais parce que c'est pas pareil. C'est quoi ton problème, en fait? Mon problème, c'est que vous êtes casse-couilles, vous, les humains, avec vos inventions pourries qui servent à rien, là. Ils t'emmerdent, les humains, t'as qu'à retourner sur ta planète. Pourquoi tu t'énerves pour un lecteur MP3, là? Mais parce que c'est complètement idiot. Alors t'as rien compris du tout, les gens qui avaient pas de portable à l'époque avaient un lecteur MP3. Mais c'est complètement con, pourquoi est-ce qu'on prendra un lecteur MP3 alors qu'on pourrait directement prendre un portable en fait? C'est ça que je comprends pas. Mais tu te rends compte qu'on s'engueule pour un truc qui se vend même plus? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop, et aujourd'hui on va parler d'une saga de films d'action que j'adore et qui a révolutionné le genre du film d'action hollywoodien à son époque. En tout cas pour le premier. Die Hard, ou Piège de cristal pour nous autres français, est un film réalisé par John McTiernan en 1988 et qui raconte l'histoire de John McClane, un policier new-yorkais venant passer Noël avec ses enfants et sa femme qui travaille à Los Angeles. Alors il la retrouve à son travail dans la tour Nakatomi, mais à peine le temps de dire bonjour que des terroristes prennent en otage tout l'étage, y compris la femme de John. McClane a juste le temps de s'enfuir et passera tout le film à essayer de nuire aux terroristes et recevra uniquement de l'aide morale via le sergent Powell qui communiquera avec lui avec un talkie-walkie. Bouh, je m'ennuie. Est-ce que tu peux parler du film, s'il te plaît? Oui, je vais parler du film, mais avant, il faut que j'explique aux gens pourquoi est-ce que ce film a révolutionné le genre du film d'action hollywoodien à son époque. Et pour ce faire, je vais mettre ces lunettes de critique cinématographique sérieux. À partir de maintenant, c'est une émission sérieuse. Plus de vannes pendant ce laps de temps, d'accord? Ici, on parle cinéoche, on parle art. Plus de vannes ici, ok? D'accord? C'est une émission sérieuse! Bon, ok, peut-être une. Alors c'est un juif et une pute. Dans les années 80, quand un film d'action sortait, c'était un peu tout le temps la même chose, hein. Des grosses stars de films d'action bien musclés qui mitraillent tout ce qui passe sans aucune égratignure alors qu'il se trouve à 2 mètres d'une explosion. Mais dans Die Hard, le héros a mal tout le temps, il saigne sur tout le corps, il est pieds nus et quand il doit marcher sur du verre brisé, c'est un calvaire et du coup ça rend l'identification au personnage plus crédible et plus facile que si c'était une armoire à glace. D'ailleurs, le choix de l'acteur n'est pas anodin. Là où d'autres réalisateurs auraient sûrement pris Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, un des acteurs bien stock pour jouer ce rôle, et ben McTiernan a choisi Bruce Willis. Alors aujourd'hui, quand on pense à Bruce Willis, on pense immédiatement à star de films d'action, mais pas à l'époque, hein. Bruce Willis était surtout connu pour jouer dans la série Clair de Lune, qui n'est pas du tout une série d'action à l'agence Tourisque quoi. C'est bon, on peut parler du film maintenant? Ah, un tout dernier truc avant. Ce film aura droit à plusieurs suites, hein. D'abord 58 minutes pour vivre, hein, Die Hard 2. C'est Die Hard 1 mais dans un aéroport. Et surtout Die Hard 3 qui est selon moi le meilleur film de la saga. Bref, tous ces films sont vraiment bien, hein, et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler d'une vraie merde. Allez, c'est parti pour Die Hard 4. Eh ben, tout ça pour ça. Le film commence donc par des nerds qui font des trucs de geek sur internet avec le titre du film Die Hard 4.0. Waouh, ça c'est le futur. Ce sont des hackers qui testent un code pour une meuf, on ne sait pas encore qui, pour faire d'un truc soi-disant légal, mais une fois que le travail est fini, la meuf, ou les personnes pour qui elle travaille, envoie un virus sur l'ordi du mec qui le pousse à appuyer sur le bouton Delete, ce qui active une bombe chez lui. La meuf en question se sert des codes que leur ont envoyés les hackers pour s'infiltrer dans le réseau du FBI. Le chef de cette filière du FBI ordonne à tout le monde de trouver qui est le responsable en essayant de récupérer tous les hackers possibles, et pour ce faire, la police locale devra donner un coup de main. Nous retrouvons donc John McClane, le héros du film, en train d'observer une fille en train d'embrasser un garçon dans une voiture. Ce qui est bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, en réalité il s'agit de sa fille. Ah, ce qui est encore plus bizarre. On apprend alors que John entretient une relation père-fille pas top. Tu es vraiment un sale con. Oh bah j'aurais jamais osé parler comme ça à mon père. J'aurais eu trop peur qu'il m'en retourne une. N'empêche, John McClane, il a jamais su gérer une relation. Dans le premier film, il s'est engueulé avec sa femme au début, mais ça s'arrangeait à la fin. Dans le troisième film, sa femme s'était encore barrée, mais
il a réussi à arranger un peu le coup, enfin on sait pas trop à la fin. Et là, non seulement on apprend qu'ils sont divorcés, mais en plus ces gosses peuvent pas le blairer. Un père modèle. John reçoit un appel de son chef qui lui demande d'aller récupérer un des hackers que les fédéraux veulent. Il doit donc aller chercher un certain Matthew Farrell, un hacker qui écoute du rock en buvant du Monster tout en faisant du DOS. Non mais les clichés sur les geeks quoi. Matthew reçoit à son tour le virus et s'apprête à appuyer sur le bouton Delete, mais quelqu'un frappe à la porte. Et c'est John McClane qui est venu le chercher. Ne voyant pas l'appartement de Matthew exploser, les méchants décident de faire le travail eux-mêmes. Matt, ne voulant pas se faire embarquer, décide de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Moi je m'appelle Daisy Duck. Mais alors, où est Matthew? Pendant ce temps-là, un des méchants pas beaux prépare son sniper pour tirer, joué par un Français. Eh Cocorico les gars, c'est un acteur cascadeur qui se nomme Cyril Raffaelli, que vous avez peut-être sûrement vu dans Banlieue 13 d'ailleurs. John McClane commence à regarder ses figurines. Des poupées encore? Tu dois pas passer beaucoup de temps avec les filles, toi. Bah comment tu sais? D'ailleurs, si vous regardez bien, il tient dans la main une figurine de Vision des Avengers. Et avant, il tenait une figurine de Spawn. Un célèbre comics qui... Mec... Matthew essaye de s'enfuir, mais le sbire commence à tirer. Il avait l'air d'un tireur professionnel, mais là il fait juste n'importe quoi. John prend les choses en main et commence à tirer sur les ennemis à coups d'extincteur qui explosent. C'est con, ça va réveiller les voisins. Ça tire un peu partout dans l'appartement, mais John et Matt arrivent à s'enfuir en bagnole en envoyant balancer le français. Les sbires informent la meuf du début qu'ils ont échoué, alors elle prévient le grand méchant du film, Thomas Gabriel. John et Matt roulent jusqu'à Washington, alors là il y a... Un bon vieux rock. Bien rétro. Qui passe à la radio, mais Matt il aime pas la vieille musique. C'est agréable comme se foutre une pomme de pain dans le cul. Et il aime pas non plus les informations. L'information est totalement manipulée. J'ai des tas de trucs à vous expliquer. Toute la journée, je peux vous en parler. Non ça va, si j'ai envie de lire ou d'entendre une connerie, je vais sur Twitter. Les méchants enclenchent leur plan et infiltrent le réseau routier en manipulant les feux tricolores pour créer plein d'accidents. John et Matt décident de continuer à pied pendant que les méchants enclenchent l'alarme incendie ou je sais pas quoi dans le logo du FBI pour que tout le monde évacue. C'est l'alarme anthrax, c'est une maladie. Ah, et ça change quelque chose pour le film? Bah je sais pas, je l'ai pas vu. Moi si, et je te le dis, ça change pas grand chose. Donc si tu as une autre remarque très peu pertinente comme celle que tu viens de faire, tu es prié de fermer ta gueule. John arrive à rejoindre le FBI et rencontre Bowman, le chef de la section du FBI qu'on a vu tout à l'heure. Les méchants envoient un montage fait avec des bouts de discours de président pour se faire passer pour des terroristes. De s'éteindre. Toute la technologie vitale. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Matt comprend que ce que les méchants sont en train de faire, c'est une liquidation. Et c'est quoi une liquidation? C'est une attaque systématique en 3 étapes contre toutes les infrastructures nationales. Ah, et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que tout doit disparaître. Oui, donc tu fais plus aucun effort en fait. Plus aucun. John et Matt se font accompagner vers un lieu sur part. Agent spécial Johnson, on prend la berline. Agent Johnson. Tout à fait. Ha! Johnson! Vous avez la ref? Non? Moi oui. Je suis l'agent Johnson et voici l'agent spécial Johnson. Oh, enchanté. Aucune parenté. Matt raconte ce qu'il a fait pour les méchants sans savoir que c'était eux, mais l'agent Johnson remarque la voix sexy de la meuf du GPS. La voix sexy qu'elle a. Et ce qui rappelle à Matthew une autre voix sexy. Vous avez une voix sexy. Et oui, les méchants ont pris le contrôle de la fréquence. John demande donc à parler au grand méchant qui en profite pour lui envoyer un hélico en plein dans la gueule. John et Matt se lancent donc dans une course-poursuite jusqu'à un tunnel dans lequel Thomas envoie de la circulation pour bloquer John, ce qui crée plein d'accidents. Alors John prend une voiture de police et l'envoie direct sur l'hélicoptère. Wow, mais pourquoi il a fait ça? J'avais plus de balles. Le français pense que McClane et Matt se trouvaient vraiment dans la voiture, donc il dit à son boss qu'ils sont morts. En attendant, des autres sbires s'infiltrent dans un entrepôt fédéral déguisé en désantraxeurs. Beaucoup de moyens pour pas grand chose finalement, puisqu'ils mettent fin à leur couverture en quelques secondes. Cet entrepôt est la salle des saveurs du gouvernement ou je sais pas trop quoi, et ils commencent à voler les données. Les méchants décident de passer en mode c'est pas sorcier en se déplaçant en camion, ils diffusent à nouveau une vidéo sur la télé, une vidéo du Capitole qui explose, mais en fait c'est faux. Non mais ils ont tous l'air affolés là. Alors que vous êtes à Washington du con. Vous l'auriez entendu l'explosion du Capitole. Faut réfléchir McClane, faut réfléchir. John demande à Matt de se mettre à la place des terroristes pour déterminer ce qu'il compte faire par la suite, et Matthew passe donc par un satellite sécurisé pour... Mais comment il sait tout ça? J'en sais rien, aucune idée. C'est des trucs comme ça qui se baladent dans ma tête. C'est pas une réponse ça. Matt a enfin déterminé là où se rendraient les terroristes, dans une centrale électrique pour couper l'électricité du pays. D'ailleurs, la meuf à la voix sexy se déguise en agent du FBI pour s'infiltrer en toute discrétion dans cette même centrale. FBI, nous soupçonnons un piratage de vos installations. Ici sans autorisation.
Je pense que ces gens n'ont pas compris le sens du mot déguisement. Le duo de choc arrive à leur tour à la centrale électrique, mais ils se font repérer, alors c'est parti pour... La bagarre. Ils arrivent à arrêter la meuf à la voix sexy, mais elle se débat, alors c'est reparti pour... La bagarre. Pendant que Matthew dépirate son piratage. Ça se dit ça? Non. J'en ai plein le cul de ton confort. C'est drôle parce qu'elle est asiatique. John McClane perd. La bagarre. Et la meuf sexy dit à Matt d'annuler ce qu'il vient de faire, mais John revient en bagnole et percute la hackeuse, et tout ça se termine par la mort de la fille qui se fait emporter dans la cage d'ascenseur avec la voiture. Et là les méchants se rendent compte que la centrale n'est plus sous leur contrôle, Thomas décide donc d'appeler la meuf à la voix sexy. Maï, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Maï. Ah, elle s'appelait Mai. John lui dit que bon bah pour sa meuf c'est dead hein. Littéralement. Pourtant il n'y a que Mai qui maille. Et Matt en profite pour prendre une photo de Thomas qui est un petit peu en colère. Un peu. John envoie la photo à Bowman qui reconnaît Thomas, un ex-responsable de la sécurité des infrastructures du pays qui a pété un câble après le 11 septembre. Thomas envoie du gaz dans les canalisations, ce qui pousse John et Matt à s'enfuir en hélico. La centrale explose, ce qui coupe toute l'électricité du coup. Ce qui était l'objectif de base. Mais pourquoi ils ont pas fait ça dès le début alors? Matt veut se rendre chez un hacker qui se nomme le sorcier. On va pas aller dans la maison du sorcier. Oh, Gandalf le geek. Et c'est notre seul espoir. Avez-vous la référence à Star Wars? Ils arrivent donc chez le sorcier qui est, pour ne pas changer depuis le début de ce putain de film, un gros nerd qui vit encore chez sa mère, un gros complotiste comme Matthew qui a une CB parce que... C'est une assurance vie en cas de fin du monde. Matt essaye de faire passer John McClane pour un vrai geek gamer. Ah ouais, vous êtes super fan de Boba Fett? Non, moi je suis plutôt Star Wars. John en a marre et ordonne au sorcier de lui dire tout ce qu'il sait sur Thomas Gabriel. Il leur apprend qu'il y a un bâtiment du gouvernement qui se nomme Woodlawn qui doit sûrement contenir des données importantes et dont Thomas veut sûrement pirater les données. En piratant Woodlawn, Thomas les repère et hack le QG du sorcier pour parler à John. Alors là ça se clash dans tous les sens, mais Thomas appelle la fille de John devant lui, fille qui est coincée dans un ascenseur, une manière de prévenir John qu'ils vont capturer sa fille. Et plus si affinité. John se rend donc à Woodlawn avec Matt qui veut l'accompagner. Pendant ce temps-là, Thomas capture la fille et tue les geeks à chemise à carreaux qui sont en trop dans l'équipe. Il ne peut y avoir qu'un seul fan de Star Trek parmi nous. Matt et McClane arrivent à Woodlawn, Farrell s'infiltre dans le réseau pour déclencher l'alarme afin de prévenir Bowman. Bowman qui n'était même pas au courant de l'existence de ce bâtiment et qui apprend par 2 ronds de cuir de la Maison Blanche que Woodlawn est en réalité un bâtiment qui sauvegarde toutes les données financières du pays dès qu'une attaque est lancée, ce qui est le cas en ce moment. Waouh, alors Thomas Gabriel n'était qu'un simple cambrioleur depuis le début. Qu'est-ce que c'est original, de simples voleurs qui se font passer pour des terroristes. Waouh, j'avais jamais vu ça avant. À part dans Die Hard 1. Et 3. McClane et Farrell se font repérer et là c'est parti pour... La bagarre. Farrell arrive au serveur et essaye d'empêcher le piratage, mais il se fait arrêter. Heureusement, juste avant, il réussit à crypter le piratage. Il est temps pour Gabriel et toute sa clique de se déplacer. Ils prennent Lucy McClane et Matt avec eux. Pendant ce temps-là, John tombe sur le français de nouveau, alors c'est reparti pour... La bagarre. Et John arrive à gagner, évidemment. Il se met à la poursuite de la camionnette de Thomas. Le méchant menace Matthew pour qu'il déverrouille son cryptage. John appelle le sorcier sur sa CB pour qu'il le mette en contact avec le sous-directeur Bowman afin qu'il puisse donner la position. Bowman a envoyé un avion de chasse pour surveiller le secteur, mais Thomas pirate sa radio pour lui dire de tirer sur McClane. Un combat s'engage donc entre John et un putain d'avion de chasse, bordel. John saute sur ce putain d'avion qui s'apprête à s'écraser, mais il saute in extremis de ce même avion avant qu'il n'explose. Et bordel, qu'est-ce que je viens de regarder? Toute l'équipe des méchants arrive à leur nouveau lieu de rendez-vous le temps que Matt déverrouille le cryptage. Mais McClane arrive, pourtant Gabriel reprend le dessus sur John, il commence à s'amuser avec lui. Matthew aura fini, je le tuerai, et votre fille aussi. Et j'aimerais beaucoup que vous regardiez. Et Matthew commence à défaire le cryptage. Ensuite, vous partez, personne n'est blessé. Bah, t'as pas entendu ce qu'il vient de dire? John décide de se tirer dessus pour atteindre Matthew en disant sa fameuse réplique. Yippee-ki-yay, pauvre con. Thomas meurt et les 2 flics arrivent juste après. Et les renforts sont en retard, comme toujours. Tout est bien qui finit bien, Matthew et la fille de John commencent à flirter ensemble, et c'est la fin de Die Hard 4, Retour en enfer. Eh ben, c'était pas terrible. Non, effectivement. Et vous savez à quoi ce film me fait penser? Les mecs qui portent des caleçons sous leur short de bain? Ça me fait penser à la vieille pub qu'on avait sur les anciens DVD, vous savez, celle qui faisait la prévention sur le piratage, rappelez-vous.
Ce film voit vraiment les pirates informatiques comme ça, des jeunes qui écoutent du métal en regardant un écran sur lequel il y a une barre de progression avec marqué en gros téléchargement. À l'époque où est sorti le film, ça ne m'avait pas trop choqué ce genre de détails. Parce que bon, à 8 ans, tout ce qui est internet, réseaux sociaux, piratage, web connecté, Facebook, intranet, MSN, tout ça c'était nouveau pour moi. Mais c'est vrai que aujourd'hui, avec mon œil de mec qui connaît un petit peu le thème, ça a très mal vieilli. Ouais, de toute façon, le numérique c'est de la merde. Le gouvernement il sait tout de toi, il peut savoir tout ce que tu fais tout le temps. Je l'ai lu sur Facebook. Oh non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. En plus c'est faux. N'empêche, moi j'en ai fini avec le numérique. Plus jamais je touche à un appareil numérique ou quelque chose susceptible de se connecter à internet. Ok, donc t'arrêtes de regarder des films alors. Bah pourquoi? Un DVD c'est numérique, connard. Ah merde! Et y a pas de solution pour lutter contre ça? Si, y en a une. Quel étrange artefact. Qu'est-ce que c'est? C'est une cassette. Tu verras, avec ça, le gouvernement ne pourra jamais te mettre la main dessus. Oh! Le futur!